Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Ruban de Ogawa Ito, publié aux éditions Piquet-Poche. Dans ce doux roman, nous allons rencontrer Sumire. Cette femme d'un âge certain habite chez les Nakazato. Elle est d'après son fils adoptif une vieille jeune fille de bonne famille. Elle est née dans une riche et illustre famille, mais peu de temps après la guerre, elle a perdu ses parents ainsi que tout ce que sa naissance lui avait octroyé, son statut social, sa réputation et son patrimoine. Elle a dû ensuite gagner sa vie par ses propres moyens. Douée pour le chant, elle a commencé à se produire et quand sa carrière a décollé, elle est tombée gravement malade, la privant de son instrument brusquement. Vers 45 ans, elle a pu reprendre le chant publiquement et la célébrité ne s'est pas faite longtemps attendre. C'est à cette même période qu'elle a adopté son fils, alors adolescent orphelin, à la suite d'un accident de la circulation ayant coûté la vie à ses 2 parents. Depuis cette époque, Sumire habite avec son fils. Entre hier et aujourd'hui, son fils s'est marié et a eu une petite fille. Sumire, son fils et sa belle-fille s'entendent bien, sans pour autant être proches, ou démonstratifs les uns envers les autres. Alors quand elle a insisté lourdement pour imposer son choix du prénom de sa petite fille, Hibari, le couple a longtemps hésité pour finalement céder. De toute sa vie, avec eux, ce fut son seul caprice. La petite Hibari, qui signifie alouette, allait devenir sa meilleure amie. Dans la maison née Nakazako, qui est une maison traditionnelle japonaise avec un toit en tôle ondulé bleu, il y a un balcon à l'étage depuis lequel Sumire aime observer les oiseaux assis sur son rocking chair, une paire de jumelles dans une main et un café sucré dans l'autre. En face du balcon, il y a une propriété ancienne avec une belle parcelle boisée. Un grand arbre qu'elle a affectueusement baptisé Pépé trône et accueille ces précieux oiseaux. Avec l'autorisation de son propriétaire, Sumire y a installé un nichoir qui pour le moment ne rencontre pas un franc succès. Quand Hibari, 10 ans, rentre de l'école, elle sait où trouver Sumire. La petite écolière considère Sumire plus comme sa meilleure amie pour la vie que comme sa grand-mère, ce qui convient parfaitement à la principale intéressée. Ensemble, elles échangent sur les oiseaux et le monde. Un soir, de retour de l'école, Hibari ne trouve pas Sumire à son poste d'observation habituel. Elle commence par l'attendre, pensant qu'elle a dû s'absenter pour un besoin naturel, puis au bout d'un moment, faute de la voir revenir, elle l'appelle à plein poumon. Sa grand-mère lui indique qu'elle est au rez-de-chaussée, en bas des escaliers. Elle stoppe la petite énergique et lui ouvre la porte de sa chambre. C'est la toute première fois qu'Hibari entre dans cette pièce qu'elle avait toujours jugée privée. Son amie lui fait signe de se taire, se pose devant sa coiffeuse, d'où elle sort un miroir de poche et un thermomètre au mercure. Hibari est fébrile de curiosité quand Sumire retire délicatement son chapeau. Elle montre à la petite son lourd chignon blanc cotonneux. Après avoir planté le vieux thermomètre au mercure dans ses cheveux, elle a demandé à son assistante improvisée de contrôler la température. Intriguée par la manœuvre, Hibari trépigne de ne pas bien comprendre la situation quand Sumire lui montre l'intérieur de sa chevelure. Au centre, 3 petits œufs d'oiseaux sauvages. Passée la surprise, elle doit marquer délicatement les coquilles pour faciliter le retournement. Démarre pour le duo une couvaison atypique et excitante. Quelques semaines plus tard, un seul œuf a éclos et un petit être qu'Hibari comparerait à un extraterrestre est né. S'en est suivi des semaines de nourrissage, de pouponnage et d'apprentissage aussi bien pour celui qui allait devenir Ruban, la perruche calopsite jaune aux petites joues oranges, que pour Hibari et Sumire. Dans une parcelle à flanc de montagne est située la maison aux oiseaux. Le domaine comprend des bâtiments aménagés et des champs dans lesquels sont cultivés du millet japonais et du millet des oiseaux, ainsi qu'une bonne partie de la nourriture pour oiseaux. C'est dans cette réserve pour oiseaux blessés ou abandonnés que travaille 7 jours sur 7 Torisu dit Tori. Quand il a été l'heure pour ses camarades de classe de choisir leur université en ville, lui a opté pour le travail à la maison des oiseaux. Tori n'est pas le genre de garçon à aimer les vêtements à la mode ou Disneyland, ni même les choix conventionnels. Sensible à la cause animale et encore plus aviaire, ce choix hors norme était pourtant une évidence pour lui. Ce jour-là, comme tous les autres, il commence par aller honorer ceux qui ont disparu, puis par rejoindre ses collègues. Ya, le vétéran de la maison des oiseaux, est le bras droit du directeur, il s'occupe de la gestion du domaine. Diplômé d'une école vétérinaire et ancien vendeur en animalerie, il est celui qui a le plus d'expérience et gère en plus les contrôles sanitaires et les soins des nouveaux pensionnaires.
Il a demandé à Tori, diminutif qui signifie oiseau, de prendre avec lui une perruche calopsite jaune aux joues orange en mauvaise forme. Il est à la limite de devoir séjourner à l'infirmerie, mais la compassion, la patience et l'amour de Torisu vont lui redonner le goût de vivre pour peut-être espérer retrouver une famille aimante et responsable. En pleine ville, Kogure Miyoko est abattue sur un banc, digérant l'annonce de sa mort prochaine, quand une perruche calopsite jaune aux pommettes orangées vient se poser sur son épaule pour ne plus en repartir. Maître Miyoko, comme on l'a souvent appelée, est une artiste de renom, mais aussi une vieille femme malade qui habite seule et qui n'a pour seule compagnie, 6 jours sur 7, que ses pinceaux et son temps. Le 7e jour, le lundi, elle accueille chez elle Fu, une parente qu'elle connaît et côtoie depuis sa naissance. Le petit plumu a été baptisé Suihiro, en hommage au seul homme qui ait jamais compté dans sa longue vie. Mio n'a jamais souhaité partager son quotidien, et le petit volatile sera le premier. Alors il va y avoir quelques ajustements, mais qui, comme ce duo avait toujours existé, se sont faits naturellement. Avec l'arrivée de Suihiro, un contrat pour des illustrations trimestrielles pour un magazine est arrivé aussi. Après moult hésitations, maître Miyoko a accepté et a reçu la visite de la jeune Tsunoda Akari. Cette femme active est mariée avec Tatsuhiro, avec qui elle a eu Miyuki et Thomas. Impressionnée par l'aura de l'artiste et par son petit compagnon à plumes, elle va devoir se surpasser pour mener à bien cette collaboration qui va l'enrichir plus qu'elle ne l'espérait. Aux côtés d'une ou plusieurs perruches calopsites jaunes aux pommettes rondes orangées, venaient survoler ces histoires touchantes et émouvantes de Hibari et Sumire, Toritsu et Banana, Miyoko et Akari, ou encore Tsubasa et Subo. Une lecture douce et lumineuse dans laquelle on découvre des personnages criants de réalité qui ont tous un lien plus ou moins étroit avec une perruche calopsite jaune aux jolies petites joues oranges. L'oiseau, à sa façon et à son échelle, aide chacun d'entre eux à résoudre une problématique et nous accompagne en fluidité d'une histoire à l'autre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 7 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.